Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours d'ondes optique et physique moderne. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du rayonnement du corps noir, qui est un problème qui a été posé assez rapidement, qui est apparu assez rapidement, je dirais, dans l'histoire de la physique, et qui lui aussi était complètement mystérieux pour les physiciens de l'époque qui essayaient d'analyser le problème en fonction des connaissances de la physique classique. C'est historiquement, c'est probablement le premier problème qui s'est montré à la physique classique. Donc, quand on considérait que le rayonnement électromagnétique, pardon, que la lumière, dans le fond, était purement des ondes électromagnétiques, puis qu'on a essayé d'expliquer le rayonnement du corps noir avec ce modèle-là. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un corps noir, premièrement? En fait, c'est qu'il faut parler un peu du rayonnement thermique. Donc, la plupart des objets qu'on voit dans l'environnement, on les voit parce qu'ils vont réfléchir de la lumière. Donc, il y a deux façons Par exemple, la Lune, elle brille, entre guillemets, mais elle n'émet pas de lumière, la Lune, la nuit. La Lune, tout ce qu'elle fait, c'est réfléchir la lumière du Soleil. Donc, la grande majorité des objets autour de nous vont seulement réfléchir la lumière qui les frappe. Notre œil est très bon pour détecter ces réflexions-là. Puis, si vous voyez ici, par exemple, pourquoi j'ai mis une image d'un bâton de golf, c'est juste parce que l'été est déjà fini, puis je m'ennuie déjà. Mais bon, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Si le gazon nous apparaît vert, c'est parce que le soleil émet de la lumière qui est réfléchie par le gazon. Le gazon a la propriété d'absorber la lumière, sauf la lumière verte. Donc, il va absorber tout, réfléchir la lumière verte. Le gazon va nous apparaître vert. La balle est blanche parce qu'elle a la propriété de ne pratiquement pas absorber de rayonnement. Donc, elle va être frappée par de la lumière blanche, puis elle va réfléchir de la lumière blanche. Un bâton qui est noir, lui, ben, vous aurez deviné, c'est parce qu'il réfléchit vraiment pas beaucoup de lumière. Donc, il y a de la lumière qui frappe le bâton de golf, il y a très peu de lumière qui va être réfléchie, donc il va sembler être noir. OK? Donc, les différentes couleurs des objets, c'est parce qu'au niveau physico-chimique, si vous voulez, ils ont la propriété de réfléchir certaines longueurs d'onde versus plus ou moins de longueurs d'onde différentes. Donc, on va parler de ça plus en détail là, dans le courant du cours. Euh, le rayonnement thermique, c'est un autre type de rayonnement. Le rayonnement thermique, c'est produit par tous les objets, premièrement. Tous les objets qui sont à une température supérieure au zéro absolu, là, donc essentiellement tous les objets, vont émettre du rayonnement électromagnétique qui est sûrement une fonction de leur température. Donc, tous les objets ambiants vont émettre un rayonnement qui est uniquement en fonction de leur température. Puis c'est ça qu'on appelle dans le fond le rayonnement thermique. C'est que plus l'objet est chaud, plus il va émettre de rayonnement. Ce rayonnement-là, pourquoi on ne le voit pas? Mais c'est juste parce que généralement, pour des objets qui sont de l'ordre de la température ambiante, 25-30 degrés, 20-25-30 degrés Celsius, euh, ben, ce rayonnement-là se trouve à être essentiellement dans l'infrarouge. OK? Puis nos yeux ne voient pas la lumière infrarouge. Nos yeux sont adaptés à voir la lumière visible, par définition. OK? Donc, c'est la lumière visible, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est ça que nos yeux sont capables de voir, tout simplement. Donc, on va revenir à tout ça là, pendant le cours. Mais ici, il faut vraiment distinguer. Il y a des objets qui réfléchissent la lumière, donc, pourquoi on les voit, par exemple. Puis, mais tous les objets vont émettre du rayonnement, puis ce rayonnement-là qui est émis ne dépend que de la température des objets. Donc, évidemment, les objets plus chauds, beaucoup plus chauds, vont émettre de la lumière visible, tu sais, comme le Soleil, par exemple, qui est une boule de gaz qui est à environ 5500 Kelvin, 5700, là, peu importe. La surface du Soleil est environ autour de 5000 quelques degrés, Kelvin ou Celsius, rendu là, c'est plus une grosse différence. Ben, à ce moment-là, le rayonnement qu'il va émettre, le rayonnement thermique que le Soleil va émettre, va être dans le visible pour nous. OK? Donc, tout ça, évidemment, ça va nous demander de définir c'est quoi un corps noir, qui est la première question dans les notes de cours. Là. Donc, qu'est-ce qu'un corps noir? OK? Pardon, ici. Donc, un corps noir, c'est... euh, attendez, il faut que je me retrouve. Là, je vais m'aligner dans mes fenêtres. Donc, un corps noir, c'est quoi? Ben, un corps noir, on donne une définition, c'est un objet
idéal. Donc, qu'est-ce qu'on dit par objet idéal? C'est que c'est un objet qui n'existe pas formellement dans la nature. Donc, il n'y a pas de corps noir parfait dans la nature, mais il n'y a que de très très bonnes approximations de corps noir. Donc, un corps noir, c'est un objet idéal qui va absorber toute la lumière qui est incidente sur lui sans aucune réflexion. Donc, elle va absorber toute la lumière à toutes les longueurs d'onde. Donc, un bon corps noir, ça fonctionne dans tous les domaines de longueur d'onde. Puis, c'est absolument parfait pour absorber la lumière à toutes les longueurs d'onde. Évidemment, ça ne peut pas qu'absorber de la lumière parce qu'on sait que la lumière transporte de l'énergie. Donc, imaginez que vous êtes un objet, vous, puis que vous ne faites qu'absorber de la lumière. Bien, votre énergie interne augmenterait, vous commenceriez à chauffer essentiellement. Donc, quand on absorbe la chaleur, de l'énergie, notre chaleur interne augmente, puis la température augmente. Donc, qu'est-ce que c'est que la température? Donc, c'est toutes ces notions-là. Tu sais, on se pose souvent des questions simples en physique. C'est quoi, en relativité, on parlait c'est quoi l'espace puis le temps. Ben là, un peu, c'est quoi la température d'un objet? Donc, la température, c'est une mesure de l'énergie thermique moyenne qui agite les particules dans un objet quelconque. Donc, par exemple, un gaz qui est froid, les atomes dans un gaz froid vont être plus lents statistiquement, vont avoir moins d'énergie cinétique que les atomes dans un gaz chaud. Donc, dans un gaz plus chaud, les atomes qui composent ce gaz-là vont transporter individuellement en moyenne plus d'énergie que dans un gaz froid. L'agitation va être plus grande, la température va être plus grande. Donc, la température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des atomes dans un gaz, par exemple, ou dans n'importe quel matériau. Donc, on disait, évidemment, si vous ne faites qu'absorber du rayonnement, ben, votre température augmenterait, mais un corps noir qui a une certaine température garde cette certaine température-là. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il absorbe l'énergie, il va aussi émettre de l'énergie en contrepartie. Autant d'énergie qu'il va absorber, en fait. OK? Donc, c'est pas parce qu'on dit que c'est un corps noir qui absorbe tout qu'il n'émet pas. Un corps noir va émettre du rayonnement, mais le seul rayonnement qui provient d'un corps noir est celui qui est émis de façon thermique. OK? Donc, historiquement, on a remarqué assez rapidement. Bon, on donne des exemples de bons corps noirs. Donc, des bons corps noirs, c'est par exemple du noir de carbone, de la poussière essentiellement de carbone, ou un corps noir idéal, en théorie, c'est une cavité dans laquelle vous percez un très petit trou. OK? Donc, si vous percez un très petit trou dans la cavité, le rayonnement qui va réussir à pénétrer dans la cavité va être réfléchi, rebondir jusqu'à temps qu'il soit complètement absorbé par la cavité. Donc, il n'y a rien qui va sortir de cette cavité-là. La cavité va emmagasiner le rayonnement, l'énergie transportée par le rayonnement. En théorie, sa température augmenterait, puis commencerait à briller comme un corps noir. OK? Un autre exemple de corps noir, laissez-moi juste 2 secondes. Donc, un autre exemple de corps noir, par exemple. OK? C'est ce qu'on appelle du Vantablack. OK? Donc, du Vantablack, c'est un matériau synthétique qui absorbe à peu près 100% de la lumière. OK? Donc, ça, c'est ça, c'est en catégorie assez flyée, là. Il y a ça. OK? Donc, on voit pas, on ne peut pas distinguer les, la texture. OK? Quand c'est le même, là, OK, on peut même pas voir qu'il y a un visage ou qu'il y a quoi que ce soit, là. Donc, on voit aucunement le détail là, qu'il y a dans cette figure-là. Il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi? Parce que le Vantablack a la propriété d'absorber essentiellement, on dit le noir de carbone absorbe 97% de la lumière visible. Ça, c'est 99,99999, je ne sais plus combien, là. En fait, non, peut-être pas tant que ça, mais ça absorbe à peu près tout. Donc, vous voyez, là, vous ne voyez essentiellement rien. Donc ça, c'est des objets qui constituent des bons corps noirs parce qu'ils vont absorber tout le rayonnement. Donc c'est fait avec des nanotubes de carbone, peu importe. Là, ben, c'est intéressant en soi, là, mais pour nous, c'est pas le cas du cours. Là. Donc comment c'est fait? Le fait, c'est que un corps noir, c'est un matériau qui a la propriété d'absorber à peu près 100% du rayonnement. OK? Puis on dit, donner des bons exemples. Qu'est-ce qui distingue un corps noir? Donc pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un objet est un bon corps noir ou pas? Ben, c'est qu'un corps noir va absorber toute la lumière. Donc, évidemment, si vous prenez par exemple un miroir,
Un miroir est conçu pour réfléchir 100% de la lumière. Donc, c'est comme le contraire d'un corps noir, un miroir. Ok? Donc, un miroir va réfléchir 100% de la lumière, un corps noir va absorber 100% de la lumière. Une propriété du corps noir, comme le rayonnement dépend uniquement de la température de l'objet. Donc, la forme du rayonnement, le spectre d'émission d'un objet va dépendre uniquement de la température de l'objet, ne dépendra ni de sa surface, ni de sa composition, ni de rien de ça. Ok, donc, pour l'illustrer, ici aussi, on a un autre exemple. Donc, merci YouTube. Ça, c'est métal. Ok, là. Donc, je mets des clips de YouTube dans un clip de YouTube. Là, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un four. Ok. Donc, j'aimerais ça avoir un petit four comme ça chez nous. Non, c'est pas vrai. Ok, attendez une seconde. Donc, j'ai perdu ma vidéo. Merci. Ok. Donc, c'est un four, essentiellement, qui monte à 1000 degrés Celsius. Ok, là. Donc, ici, on voit la température à laquelle il est porté. Là. Qu'est-ce qu'on a pris? Ok, premièrement, on a un four qui est à 1000 Celsius. On prend une boule de fer, une boulette de fer, puis un morceau de brique. Ok. Puis on les met dans le four. Le four est à 1000 Celsius. Donc la cavité à l'intérieur du four est à 1000 Celsius. On voit qu'elle brille. Ok, déjà en partant. On va revenir là-dessus. On met d'un côté la brique, puis de l'autre côté la boule de fer. Puis on referme la. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'il commence à se réchauffer, il commence à briller doucement. Ok. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand on ferme la porte et qu'on attend une demi-heure. Ok. Qu'est-ce qu'on va observer? Ok. Puis là, c'est là que c'est important de le remarquer. Qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on voit pas? Ok. On ne voit pratiquement plus les objets, si vous remarquez. Les deux objets ont la même couleur que la cavité dans laquelle ils se trouvent. Donc, on a de la difficulté à distinguer les objets de la cavité dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi? Parce que les trois objets, donc la boule de fer, le morceau de brique et la cavité du four, sont à la même température. Les trois se comportent à peu près comme des corps noirs. Donc, s'ils ont la même température, ils vont émettre de la lumière de la même façon. Donc, c'est ça qui distingue un corps noir d'un objet normal, entre guillemets, c'est que le corps noir est brillant pas parce qu'il réfléchit la lumière, mais parce qu'il est chaud, tout simplement. Ok. Puis le rayonnement qu'il va émettre va dépendre uniquement de sa température, ne va pas dépendre ni de sa composition, ni de sa surface, ni de rien de tout ça. Donc c'est pour ça que dans le four, on peut même plus distinguer les deux objets de la cavité dans laquelle ils se trouvent. Ok. Donc ça, c'est des bons exemples, par exemple, du rayonnement thermique émis par un objet. Qu'est-ce qui se passe si on sort l'objet de la cavité? Bon, c'est juste pour les comparer, hein, encore une fois. Là. Donc, quand ils sont à température pièce, dans le four, ou quand ils sont à la température du four, ben, ils n'ont pas du tout la même allure, parce qu'ils sont complètement identiques ici, qui ont la même température que le four. Qu'est-ce qui se passe quand on les sort et qu'on les laisse refroidir? Ok. Bon, on va remarquer que la quantité de lumière qu'ils vont émettre va diminuer tranquillement ou plus ou moins rapidement, dépendant de la nature du matériau. Là, il va y avoir des différences, par exemple. Donc, les deux brillent parce qu'ils sont très chauds et émettent du rayonnement thermique. La brique a la propriété, là, au niveau physique, là, au niveau, a la propriété de conduire mieux la chaleur. Donc, la chaleur va se disperser plus rapidement. Donc, elle va refroidir plus vite. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure qu'elle refroidit? Ben, ce qu'on remarque, c'est elle va cesser d'émettre du rayonnement thermique, puis elle va redevenir froide avant la boule de fer qui, elle, va rester chaude beaucoup plus longtemps. Donc, eux conduisent pas la chaleur aussi efficacement l'un que l'autre. Donc, plus l'objet conduit efficacement la chaleur, plus il va se refroidir rapidement. Donc, plus il va cesser d'émettre du rayonnement thermique rapidement. L'autre objet va rester chaud plus longtemps. Mais à la base, les deux émettent uniquement du rayonnement thermique encore rendu là. Ok. Donc ça, c'est une bonne illustration du rayonnement du corps noir ici, encore une fois. On dit, si on fait une démonstration avec une ampoule à filament de carbone, évidemment, là, vous aurez compris que j'ai de la difficulté à faire des démonstrations quand je suis assis devant mon ordinateur, dans mon salon, pas dans mon salon, mais à mon bureau chez nous. Pardon. Mais j'ai trouvé, qu'est-ce que vous pensez? Un petit vidéo qui montre ça. Donc,
si vous prenez une ampoule ici, puis vous la chauffez, ok? Donc, c'est le filament d'une ampoule. Donc, dans le fond, là, c'est juste, prenez une ampoule, puis c'est juste un filament. Dans ce cas-là, moi, je le ferais avec une ampoule au carbone parce que ça supporte encore des plus hautes températures. Mais ici, c'est une ampoule au tungstène. Donc, c'est un filament de tungstène qui est enroulé dans lequel on fait passer un courant électrique. Pardon. Le filament de tungstène a une certaine résistance, ce qui va dissiper de l'électricité, ce qui va dissiper de l'énergie par effet Joule, ok? Puis plus le courant qui traverse le filament est grand, plus la température du filament va devenir grande. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le courant qui traverse l'ampoule? Ok? On voit au début que c'est pas brillant du tout, à peu près pas. Ok? Donc, plus on a, puis ça brille à peu près rouge. Donc, c'est comme un rond de poêle quand c'est faiblement chaud, entre guillemets. C'est rouge essentiellement, puis ça brille pas beaucoup. Au fur et à mesure qu'on augmente la température du filament, qu'est-ce qu'on observe? Ben, la quantité de lumière que le filament émet augmente. C'est de plus en plus brillant, on le voit. Puis la couleur change. Donc la couleur passe du rouge vers l'orange, vers le jaune. Puis tranquillement, on va se diriger même vers quasiment vers le blanc. OK? Évidemment, quand on a un objet qui est blanc, là, c'est un petit peu trompeur, il faut faire attention à ça. C'est juste la façon que notre œil est conçu. Notre œil est conçu pour détecter trois couleurs, le rouge, le bleu puis le vert. Quand ces trois couleurs-là sont présentes, notre œil détecte du blanc. Donc il faut faire un... Quand on détecte du blanc, dans le fond, c'est juste parce que les trois types de détecteurs qu'on a dans notre œil qui sont sensibles à la couleur, il y a des détecteurs pour le bleu, des détecteurs pour le vert, des détecteurs pour le rouge. C'est pas surprenant non plus, quand on y pense, que les écrans de télé, en particulier, soient des cristaux LCD à trois couleurs. Donc, vous avez une matrice de pixels comme un écran d'ordinateur, vous avez des pixels rouges, des pixels verts et des pixels bleus. C'est des écrans RGB. Ben, en combinant à différentes proportions ces trois couleurs-là, on est capable de reproduire l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui est normal parce que votre œil fonctionne exactement comme ça. Donc, les écrans sont conçus pour émettre les mêmes longueurs d'onde qui sont détectées par votre œil. Ok. Mais bon, on va revenir encore à ça un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on constate au fur et à mesure qu'on fait augmenter la température du filament? Ben, on observe deux choses. On observe que l'intensité du rayonnement augmente. Donc, la quantité de lumière, l'ampoule devient littéralement plus brillante. OK? Puis, on constate que la couleur passe du rouge vers l'orange, vers le jaune. Donc, si on prend un spectre de notre filament, ce qu'on remarque, c'est que le maximum d'intensité se déplace du rouge vers le orange, vers le jaune. OK? Donc, la couleur associée au maximum de la distribution du rayonnement va tendre du rouge vers le bleu. Puis, si on y passe en termes de longueur d'onde, mais la longueur d'onde va devenir de plus en plus courte. OK? Donc, comment est-ce qu'on analyse la lumière qui provient d'un corps noir? Euh, Ces études-là se font depuis longtemps en passant, là. Puis quand on dit l'étude du corps noir, indirectement, les premiers à avoir observé ça, c'est des forgerons. OK? Donc des forgerons utilisent ça pour savoir quelle est la température du métal. Donc si vous voulez forger, mettons, du fer ou forger n'importe quel métal, vous avez besoin de le chauffer pour le rendre malléable. Donc, à quel point il faut le chauffer, ben là, c'est tout le métier du forgeron. À l'époque, il n'y avait pas de thermomètre, il n'y avait pas des petits fours que vous pouviez ajuster à la température, comme je vous ai montré juste avant. Donc, les forgerons devaient devaient deviner la température du métal qu'ils voulaient forger. Comment ils faisaient pour le savoir? Ben, ils regardaient la couleur du métal. Donc, sachant que il ne pouvait pas mesurer directement, mais il savait que quand le métal était telle teinte de jaune ou telle teinte d'orange, il était à peu près ou pas malléable. Donc, c'était vraiment. Puis les forgerons avaient remarqué que tous les objets qui avaient la même couleur étaient à la même température, tout simplement. Donc, c'est des études semi-empiriques là, qui remontent c'est des observations qui datent d'il y a longtemps. OK? Les premières études systématiques ont été faites quand on a commencé à faire passer la lumière d'un corps noir à travers, par exemple, un prisme d'un absorbant ou un réseau de diffraction. Ce que ça fait, c'est que ça va décomposer la lumière qui provient du corps noir dans l'ensemble
des longueurs d'onde qui le composent. Puis tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est prendre un détecteur puis mesurer la quantité de lumière qui nous parvient en fonction de la longueur d'onde. Puis rapporter ça sur un graphique. Donc, ce qu'on remarquait, par exemple, prenez un objet porté à 5000 Kelvin, ok? Ben, vous remarquez que le rayon 5000 Kelvin, c'est très chaud, là, on s'entend. Le zéro absolu, c'est 0 Celsius, c'est 273 Kelvin. Donc, on est à des objets qui ont 5-6000 Kelvin. Là, c'est très chaud, ok, par rapport à nous. Ok? Pardon. Mais ceci dit, prenez un corps noir à 5000 Kelvin, vous allez remarquer que la courbe va avoir à peu près cette allure-là. Donc, la quantité de lumière augmente, atteint un plateau, un maximum, puis après ça redécroît. Donc, vous avez un maximum qui est atteint, par exemple, à 5000 Kelvin entre le vert et le jaune. Okay? Tandis que si votre objet, votre corps noir est à 6000 Kelvin, ben, le maximum d'émission est plus entre le vert et le bleu, par exemple. Okay? Donc, cet objet-là, à 5000 Kelvin, vous apparaîtrait plus jaune, alors que l'objet à 6000 Kelvin vous apparaîtrait plus bleu, par exemple. Donc, c'est les deux observations qu'on remarquait, premièrement. On disait quoi? On dit au fur et à mesure qu'on augmente la température, la couleur se décale du rouge vers le bleu. Ben, c'est ce qu'on observe à 5000. Le maximum est autour du jaune, alors qu'à 6000, il est autour du bleu. Donc, on se décale dans l'autre sens, excusez, là, comme ça, vers le bleu. Puis l'autre observation, c'est que l'intensité augmente. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle la radiance spectrale ou l'intensité spécifique. Puis faut faire, j'aime pas les unités watts par mètre cube là, comme ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça donne l'impression d'une densité d'énergie des watts par mètre cube, mais c'est pas du tout ça. OK? C'est des watts par mètre carré par unité de longueur d'onde par mètre. OK? Donc, c'est une intensité en watts par mètre carré spécifique. Donc, en fonction de la longueur d'onde, on mesure l'intensité de la lumière tout simplement. Donc, c'est l'intensité par unité de longueur d'onde. Donc, c'est des watts par mètre carré par mètre. Donc, eux, ils appellent ça des watts par mètre cube, mais c'est vraiment pas approprié. Euh, donc, si on fait l'intensité pour toutes les longueurs d'onde, on devrait trouver l'intensité totale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'air sous la courbe ici, qui va nous renseigner sur l'intensité totale. Donc, prenez un spectre, ok, d'un corps noir, où si vous avez la fonction qui vous donne l'intensité spécifique, la radiance spectrale, c'est des synonymes, ok, ben, c'est l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, R. Ok. Donc, quelle est l'intensité en fonction de la longueur d'onde? Puis si vous faites un petit rectangle ici autour d'une longueur d'onde lambda, ben, là, il faut le voir avec le calcul. Attendez une seconde, je vais vous donner un exemple de ça. Donc, si vous avez, par exemple, euh, excusez, là. Faut que je me replace dans mes affaires. Ça sera pas long. Donc ici, si vous avez... Il y a mon curseur, il n'est pas dans le bon écran. Ça va bien. OK, attendez. Donc, on disait, si vous avez par exemple l'intensité spécifique, puis mettons que ça vous donne une courbe qui a l'air de ça. OK? Donc ça, c'est l'intensité spécifique. Donc, la quantité de lumière en fonction de la longueur d'onde. Puis vous allez venir, par exemple, prendre un petit rectangle ici. OK? La surface de ce rectangle-là, OK, mesure quoi? Si ça mesure d lambda, puis ça mesure r, ben la surface, ça va être r fois d lambda. Donc ça vous donne ce qu'on appelle ici, par exemple, r d lambda, l'intensité lumineuse pour des longueurs d'onde comprises entre lambda et lambda plus d lambda. OK? Ben après, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on a juste à faire la somme, OK, de tous les petits rectangles comme ça, pour les longueurs d'onde allant de 0 à l'infini, puis ça va vous donner quoi? L'intensité totale, OK, en watts par mètre carré. Donc ça, c'est l'intensité spécifique qui dépend de la longueur d'onde. Vous faites R d lambda, ça vous donne l'intensité pour des longueurs d'onde comprises autour de lambda, entre lambda puis lambda plus d lambda. Puis après, vous faites pour toutes les longueurs d'onde, ça vous donne l'intensité totale. Donc évidemment, ce qui est à retenir ici plutôt, c'est que plus l'air sur la courbe est grande, plus l'intensité du rayonnement va être grande elle aussi. Donc une ampoule plus chaude va avoir nécessairement une surface, une aire sur la courbe qui va être plus grande.
On l'observe ici aussi. Si vous prenez le spectre d'un corps noir à 5000 Kelvin versus le spectre d'un corps noir à 6000 Kelvin, vous allez observer une différence en termes d'âge sur la courbe. En particulier, l'âge sur la courbe du corps noir à 6000 Kelvin va être beaucoup plus grande que celle à 5000 parce que l'intensité augmente avec la température. Pardon. Donc, résumons encore une fois, là, quelles sont nos observations initiales? Nos observations initiales, puis comment ils se réfèrent au petit schéma que je viens de vous montrer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait augmenter la température du rayonnement, l'intensité du rayonnement, pardon, au fur et à mesure qu'on augmente la température du corps noir, l'intensité du rayonnement va augmenter de façon très rapide. Okay? Donc, l'air sous la courbe à 5000 est plus petite que l'air sous la courbe à 6000. Ensuite, l'autre observation qu'on fait, c'est que plus la température du corps est élevée, plus la longueur d'onde associée au maximum de la distribution du rayonnement est courte. Donc, le corps noir va passer du rouge vers le bleu. Ben, c'est ce qu'on observe ici aussi. Le maximum à 5000 Kelvin est autour du vert, alors qu'à 6000 Kelvin est autour du bleu, par exemple. Donc, la longueur d'onde associée au maximum de la distribution va diminuer pendant ce temps-là. Pardon. Évidemment, ça, c'était observé encore une fois de façon empirique en premier. Puis, comme tous les problèmes en physique, quand vous avez un problème qui se pose de façon empirique, ben, vous allez attirer les physiciens comme des mouches. OK? Vous avez quelque chose de régulier, mais évidemment, il y a des physiciens qui vont essayer de vous expliquer d'où vient cette régularité. OK? Puis, c'était plusieurs scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Mais juste avant, je vais juste vous montrer. Je vous avais dit euh, que tous les objets, par exemple, le corps humain. Ah non, on va y revenir après, excusez. OK. Donc, juste ici, illustré. Donc, encore une fois, la distinction entre le rayonnement thermique et le rayonnement visible. Ici. Donc, une autre vidéo, là, vous avez c'est Astronomie 101. 1101, c'est un cours de l'Université d'Ohio, je pense, je ne sais plus. Ce qu'on a ici, c'est, dans le fond, on a une tige de métal, puis un physicien, puis une bouteille de butane, butane, je pense. OK? Donc, ça, c'est l'image prise avec une caméra thermique. Donc, dans le panneau de droite, c'est une image avec une caméra FLIR qu'on appelle, OK, qui mesure, c'est une caméra infrarouge. OK? Donc, la caméra ne va pas détecter la lumière visible, elle va détecter la lumière infrarouge. OK? Dans le panneau de gauche, vous avez l'image dans la lumière visible, donc celle conventionnelle que vos yeux voient. Donc, ce qu'on observe, c'est rien. OK? Lui, ce qu'on remarque, par exemple, qui est intéressant déjà, c'est que vous remarquez la couleur de la bonbonne de propane. La bonbonne de butane, ici, a la même couleur que l'environnement. Pourquoi? Mais parce que si vous prenez un objet et vous le placez dans un environnement, il va atteindre la même température que son environnement. Okay? Plonger, Plongez un objet chaud dans un frigo, il va se refroidir. Sortez un objet du frigo, mettez-le sur le comptoir, il va se réchauffer jusqu'à temps qu'il atteigne la température de la pièce. Donc, quand les objets ont la même température, ils vont émettre du rayonnement thermique de la même façon. C'est ça qu'on disait aussi. Donc, les deux objets ici, la bouteille de propane est plongée dans un environnement qui a la même température que lui. On peut à peu près pas distinguer tous les objets qui ont la même température, sont à peu près impossibles à distinguer. Okay? On voit pas vraiment la bouteille de propane ici. Okay? C'est tout juste si on voit la table à côté du background. Donc ça aussi, déjà en partant, c'est intéressant à noter. Puis ce qu'on fait, c'est juste que lui, il va chauffer. Okay? Donc ça, c'est dans la lumière visible. Tout est en obscurité. Okay? On voit qu'il porte des lunettes, ça je vais y revenir. On voit le rayonnement thermique que le prof émet. Okay? Le prof est à une température plus chaude que son environnement. Il va émettre du rayonnement infrarouge. Ce qu'on remarque, les mains sont plus chaudes que le reste du corps, le visage est plus chaud aussi. On voit les lunettes qui n'émettent pas de rayonnement. Ça, on va y revenir dans quelques secondes. Il chauffe la tige de métal. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, elle commence à briller dans le noir. Pourquoi? Parce qu'elle commence à être à une température suffisamment élevée pour qu'elle émette du rayonnement de corps noir dans le visible. Donc là, on la voit apparaître. Dans l'infrarouge, là, c'est juste parce que sa torche apparaît beaucoup, là, mais il va l'enlever à un moment donné. Il va enlever la torche. Puis là, ce qu'on voit, bon,
OK, il chauffe jaune. Là, on enlève la torche. Qu'est-ce qu'on voit? OK? Dans le panneau de gauche, on voit dans la lumière visible l'objet qui est porté à une très haute température puis qui brille encore dans la lumière visible. Donc, il est à une température suffisamment élevée pour qu'il brille même dans la lumière visible. Dans le panneau de droite, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'infrarouge, ben, comme il est très chaud, il émet beaucoup de rayonnement infrarouge aussi. OK? Donc, il est visible dans l'infrarouge. Ça ici, le truc qu'il a utilisé pour allumer son chalumeau. Quand vous faites le spark, ça chauffe un peu, puis c'est assez pour qu'on puisse le voir ici. OK? Puis là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'au fur et à mesure qu'on laisse le temps passer, l'objet va commencer à se refroidir parce qu'il est très chaud, plongé dans un environnement froid. Il va vouloir se refroidir. Donc, dans le visible, il devient à peu près plus visible, alors que dans le rayonnement infrarouge, il continue de briller parce qu'il est encore à une température suffisamment chaude où il va émettre du rayonnement infrarouge, même s'il n'émet plus de rayonnement visible. Donc, dépendant du type d'observation que vous voulez faire, vous allez soit prendre la lumière visible, soit prendre la lumière infrarouge. Vous ne verrez pas les mêmes choses. Évidemment, quand on dit c'est de la lumière infrarouge, nous, notre œil, évidemment, ne peut pas voir la lumière infrarouge. Notre œil, par définition, voit la lumière visible. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que ça, c'est de la lumière infrarouge? En fait, c'est que c'est pas directement. Attends une seconde, mon curseur est où? Merci. C'est pas, c'est pas directement de la lumière infrarouge ici. OK? C'est une caméra qui détecte le rayonnement infrarouge puis qui va produire une image avec des couleurs, des fausses couleurs visibles mappées sur la couleur infrarouge. OK? Donc, c'est ça aussi, il faut faire un petit peu attention avec ça. Mais bon, c'est des fausses couleurs, autrement dit, évidemment. OK? Puis le dépendant du code qu'on peut donner, ben ici par exemple, c'est un code de température. Plus c'est jaune, plus c'est blanc, plus c'est chaud. Plus c'est mauve, plus c'est bleu, plus c'est froid. OK? Donc la couleur nous renseigne sur la température de l'objet, telle qu'elle est mesurée à partir de la quantité de rayonnement infrarouge qui nous parvient de cet objet-là. Donc, comme je disais, il y a eu plusieurs tentatives pour expliquer ces courbes-là par plusieurs physiciens de l'époque. OK? Euh, pour expliquer, par exemple, comment, avec l'augmentation de la température, l'intensité du rayonnement augmente, ben, on a Joseph Stéphane puis Ludwig Boltzmann qui ont montré que l'intensité variait comme la quatrième puissance de la température. Donc, si vous doublez la température d'un objet par rapport à mesurer en Kelvin, ok, ben, vous allez augmenter d'un facteur 2, 4, 8, 16, vous allez augmenter d'un facteur 16 l'intensité lumineuse en doublant la température d'un objet. Ok. Euh, la constante sigma ici, qui est devant, c'est juste une constante de proportionnalité, ben c'est ce qu'on appelle la constante de Stéphane Boltzmann. Okay? Donc, c'est 5,67 fois 10 à la moins 8. C'est quoi ces unités? Ça transforme des watts par mètre carré en Kelvin à la 4. Donc, ça va être des watts par mètre carré fois divisé par des Kelvin à la 4. Quand on multiplie par des Kelvin à la 4, ça donne des watts par mètre carré, une intensité lumineuse. Donc, cette constante-là, historiquement, à l'époque de Stéphane et de Boltzmann, a été déterminée de façon empirique. Okay? Donc, on a déterminé qu'elle valait 5,67. Aujourd'hui, on sait, okay, suite aux travaux de Max Planck, que cette constante-là est égale à 2 fois pi à la 5 fois k à la 4, où k ici, la constante de Boltzmann, divisé par 15 fois le carré de la vitesse de la lumière divisé par le cube de la constante de Planck. Évidemment, Stéphane et Boltzmann, quand ils ont trouvé cette relation-là, n'avaient aucune idée de ça. Okay? Ça, cette relation-là ici, pour Sigma, d'ailleurs, c'est un des succès de Max Planck qui a fait que sa théorie du rayonnement du corps noir a vraiment été retenue, puis a été un franc succès au niveau historique. Okay? Évidemment, tous les corps noirs portés à une température T vont émettre du rayonnement proportionnel à leur quatrième température. Donc, c'est sûr que si votre objet est dans un environnement à température T0, bien, il va émettre au net une quantité d'énergie qui est sigma T4 moins T0 à la 4. Donc, comment on explique ça? Bien, imaginez que vous avez un environnement ok, qui est, pardon, vous prenez un objet chaud, ok,
qui est une température T, puis vous le plongez dans un environnement froid, qui est une température T0. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre objet froid émet une quantité d'énergie, une intensité, qui est sigma fois T0 à la 4. Donc, il va émettre sigma T0 à la 4 vers le corps noir qui est à la température T. Mais pendant ce temps-là, lui, le corps noir qui est à la température T va émettre vers le corps noir plus froid une quantité I sigma fois T à la 4. Donc, si vous regardez ce qui traverse la barrière à chaque seconde, ben, lui va émettre dans son environnement sigma T4, mais l'environnement va lui émettre sigma fois T0 à la 4. Donc, au net, on va juste voir la différence entre les deux. Donc, lui reçoit sigma T4 et émet. Donc, le corps noir froid, qu'est-ce qui va se produire avec lui? Il va émettre. Excusez, lui, il va émettre quoi? Le corps noir chaud va émettre sigma T4, mais il va absorber sigma fois T0 à la 4. Donc, il va émettre de façon nette sigma T4 moins T0 à la 4. OK? Donc, il va émettre de l'énergie dans son environnement. Qu'est-ce qui va se produire? Si ce corps-là cesse d'être chauffé et qu'il fait juste émettre, ben, comme il émet cette quantité-là d'énergie, son énergie interne diminue. Donc, sa température décroît. OK? Donc, il va commencer à se refroidir, mais il émet de la chaleur dans son environnement. Donc, son environnement va se réchauffer. Donc, la température de l'objet chaud diminue, la température de l'objet froid augmente. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se produire? Bien, les deux objets vont atteindre la même température. Donc, ça, c'est deux objets qui sont isolés, OK, qui ne vont pas être chauffés ou refroidis activement, là, qui ont juste leur propre énergie interne. Donc, l'objet chaud va se refroidir, l'objet froid va se réchauffer. Au moment où les deux températures deviennent pareilles, ben, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'intensité nette de rayonnement. Évidemment, vous avez d'un point de vue thermodynamique, d'un point de vue corps noir, vous avez un seul corps noir qui est à une température quelque part entre T4, entre T et T0. OK? Prenez de l'eau chaude puis de l'eau froide. Qu'est-ce que vous faites si vous les mélangez? Ben, la température de l'eau chaude va diminuer, la température de l'eau froide va augmenter jusqu'à temps que vous ayez de l'eau tiède. OK? Puis vous ne pouvez pas distinguer l'eau chaude puis distinguer l'eau froide quand vous avez de l'eau tiède. Donc c'est exactement le même principe avec n'importe quel objet plongé dans un environnement. L'objet chaud va se refroidir, émettre du rayonnement dans un environnement froid qui va se réchauffer. Puis, à un moment donné, les deux vont devenir en équilibre l'un par rapport à l'autre. À ce moment-là, ça va être, d'un point de vue thermodynamique, impossible de distinguer ces deux objets-là. Tous les corps noirs à la même température brillent de la même façon, ont tous la même température. OK? Donc, faut, pardon, ça, c'est l'étude de la thermodynamique. On pourrait en parler très longtemps, là, genre, on pourrait faire un cours de 45 heures là-dessus facile, là, ce qui n'est pas l'objectif ici. OK? Donc, c'est sûr, ceux qui écoutent ça et qui ont plus de connaissances là-dedans vont dire peut-être, mais je ne tourne pas nécessairement les coins ronds, mais je ne peux pas aller aussi en profondeur que je pourrais y aller si j'avais le temps que je voulais pour le faire. OK? Donc, on revient ici. Donc, si vous avez un environnement qui est dans une température T, qui est plongé dans un environnement à température T0, bien, cet objet-là va émettre une quantité d'énergie nette qui va être proportionnelle à la différence, qui va être fonction de la différence de température entre les deux objets. OK? Donc, ça explique la première série d'observations. Ça, c'est des règles qui étaient établies de façon empirique. OK? Donc, qu'est-ce que je disais par là, ou à tout le moins semi-théorique. Donc, ce n'est pas des lois qui étaient basées sur des principes physiques premiers. C'était souvent pour décrire à partir des observations qu'on faisait, fitter des données si vous préférez. OK? Vous avez des points de données, vous trouvez l'équation qui passe à travers ces points-là, mais vous n'arrivez pas nécessairement à expliquer d'un point de vue à partir de fondements théoriques là, pourquoi ça devrait être cette fonction-là plutôt qu'une autre. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle souvent une relation empirique. OK? Euh, Ça expliquait par contre très bien comment l'intensité du rayonnement thermique variait avec la température, par exemple, du filament d'une ampoule. OK? Pour la deuxième observation, celle qui reliait la longueur d'onde maximale à la température, c'est les travaux de Wien, OK? D'un autre physicien de l'époque.
Euh, Wilhelm Wien, essentiellement, c'est tous des Allemands ou des Autrichiens là, qui travaillaient là-dessus. C'était la grosse école pour l'étude de la thermodynamique puis de la mécanique statistique. C'était les Autrichiens puis les Allemands là, qui étaient vraiment, vraiment forts en physique. Ben, je dis à cette époque-là, encore aujourd'hui, là, mais à cette époque-là, il était pas mal tout seul. Ok. Donc, on savait que le maximum de la distribution se déplaçait du rouge au bleu quand la température augmentait. Comment elle le faisait? Ben, c'est Wien qui a trouvé une relation entre la longueur d'onde émise au maximum de la distribution puis la température du corps noir. Donc, il a trouvé que le produit des deux donnait toujours à peu près 2,9 fois 10 à la moins 3 mètres Kelvin. OK? Donc, les deux sont inversement proportionnels. Si vous augmentez la température, vous diminuez la longueur d'onde. Si vous diminuez la température, vous augmentez la longueur d'onde associée au maximum de la distribution. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, quand on dit par exemple à la question 3, la température de la peau est approximativement de 35 Celsius. Quelle longueur d'onde thermique émettons-nous le plus fortement? De quel type de rayonnement électromagnétique s'agit-il? Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va prendre la loi de Wien. Okay? On sait que lambda fois T est égal à 2,8 fois 10 à la moins 3. Donc, pardon, quel est le lambda maximum pour la température du corps humain? Il faut juste prendre la température du corps humain euh, en Kelvin. OK? Donc, excusez, voyons, j'ai tout perdu dans mes affaires. On trouve une longueur d'onde de 9,41 microns. OK? Donc, 9,41 microns. Ça, c'est du rayonnement infrarouge. OK? Donc, l'infrarouge, là, ça va à peu près là, de 700 nanomètres jusqu'à à peu près 1 mm. OK? Donc, juste pour donner une idée, là, OK? Donc, c'est infrarouge. OK? L'infrarouge va d'environ de 700 nanomètres. Par définition, tout ce qui est plus grand que 700 nanomètres est infrarouge jusqu'à 1 mm environ. OK? Euh, pardon. Donc, pour vous donner une idée un petit peu, ici, ce que j'ai trouvé, en fait, deux choses. Ici, ce que je vous montre, c'est des images prises avec des caméras infrarouges, ok, des caméras FLIR. Ok. Donc, ça ici, c'est, pardon, dans le panneau en haut à gauche, c'est une vidéo qu'on a pris. En fait, c'est une caméra FLIR qui est montée sur une Formule 1, puis qui mesure la température de l'environnement. Puis ce qu'on remarque ici, elle est faite, en fait, elle se concentre sur les pneus, puis elle est faite pour mesurer précisément la température des pneus, puis comment on voit comment la température des pneus varie quand on prend un virage, par exemple, quand on prend un virage en Formule 1, ben, on met une grosse pression, un gros stress horizontal sur le pneu. Donc, ça va faire plus de frottement, ça va faire augmenter la température du pneu. Quand on revient en ligne droite, le pneu se refroidit. Donc, le pneu se réchauffe dans un virage, se refroidit sur la ligne droite. Ça permet de voir, les ingénieurs à ce moment-là peuvent savoir si la pression du pneu est correcte, si le pneu s'use de façon égale, ou je ne sais pas ce qu'ils peuvent bien faire avec ça, mais ça fait des vidéos cool. OK? Vous avez des applications euh, militaires slash police. Là. Ici, ce que c'est une image qui a été prise, je ne sais pas si vous vous souvenez, des attentats de Boston, il y a une couple d'années de ça. Là, on remonte à, je me souviens même plus à quelle année, 2013 déjà. OK? À Boston, il y avait eu, pendant le marathon de Boston, des bombes qui avaient été placées par deux frères, là, je pense que c'est Tsarnaev, les gars. Ils s'étaient sauvés de la police, comme la plupart du monde qui essaye de pas se faire pogner après avoir posé des bombes pour tuer des civils innocents. Là. Mais bref, le jour, l'hélicoptère passe, il se faisait chercher par des hélicoptères de police. Évidemment, le jour où vous passez, vous ne voyez rien. Okay? Pourquoi? Parce que, entre autres, un des frères s'était caché en dessous d'une tarp, là, une bâche qui recouvrait un bateau. Okay? Donc, c'est sûr que si vous êtes caché en dessous d'une bâche, puis vous regardez, vous ne verrez rien. Okay? Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que la police est repassée la nuit avec une caméra de vision thermique. Okay? Donc, pourquoi la nuit? Ben, parce que l'environnement est plus froid, fait que c'est plus facile de distinguer les contrastes de température. Parce qu'on se souvient ici, là, ça, c'est une caméra thermique, ça ne fait que détecter
la température. Donc, si les deux objets ont la même température, ils vont apparaître de la même couleur. Ça devient difficile de distinguer comme il faut les objets. Sauf que notre gars qui est caché en dessous d'une bâche, ben lui, le rayonnement thermique qu'il émet parce que son corps est à 35 degrés puis l'environnement est plus froid que ça, il va être facile à détecter parce que le rayonnement thermique a la propriété de passer à travers les bâches de plastique. OK? Donc, c'est le même qu'ils l'ont spoté. OK? Des applications civiles. Donc, vous avez bien des vidéos, là, si vous avez fouillé sur YouTube, là, des vidéos qui ont été prises, par exemple, des gunships ou des hélicoptères. N'importe qui joue à Call of Duty a déjà vu ça à travers un scope. Là, ok? Donc, ça, c'est une vision thermique. Si vous cherchez des sources de chaleur. Ok? Il y a des applications civiles de ça. Quand vous avez, par exemple, quand vous roulez la nuit sur la grande route, là, puis que c'est très mal éclairé, qu'est-ce que vous voyez? Essentiellement, pas grand-chose. Ok? Par définition, il fait noir. Mais il y a des voitures de luxe qui commencent à monter des caméras infrarouges à l'intérieur. Dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cacher une caméra infrarouge dans dans la grille en avant du moteur. La caméra infrarouge, c'est FLIR, ce qu'on appelle, c'est Forward Looking Infrared. Donc, c'est une caméra qui regarde vers l'avant, par définition. Puis, cette caméra-là va projeter une image, excusez le français ici, là, mais c'est un heads-up display. Donc, l'image va être projetée du tableau de bord dans le pare-brise. Wow, je m'en ai dit, l'image est projetée du dash dans le windshield, mais je me suis retenu, je l'ai dit en français. Donc, vous allez avoir une image qui va être projetée dans votre pare-brise, surimposée. OK? Donc, c'est un HUD. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, voilà un exemple, justement. OK? Donc, c'est un prototype, là. OK? C'est pas rien de prototype heads-up display. Donc, vous voyez, là, l'image est projetée dans le pare-brise. Puis, c'est une image infrarouge de ce qui se trouve devant la voiture. OK? Donc là, c'est juste que là, il faut que ça soit ajusté pour que l'affichage corresponde vraiment à la position du conducteur. Là. C'est sûr que là, si c'est un gars à côté qui filme, là, vous ne verrez pas les images superposées de la bonne façon, mais ça vous donne un peu une idée du principe. OK? Évidemment, ça peut être utilisé un peu comme des avions de chasse aussi. Vous avez ça souvent, une image qui est projetée dans le casque du pilote qui se surimpose à sa vision pour éviter de le distraire. Quoique ça doit être distrayant, puis pas à peu près quand vous avez votre Google Maps qui apparaît euh, directement dans votre pare-brise. Là. Mais c'est ça un heads-up display. Là. Donc, ils vont faire ça, imagerie de nuit. Donc, quand vous vous promenez la nuit, même s'il fait complètement noir, vous pouvez éteindre complètement vos lumières, puis vous allez quand même voir autour de vous. Là. OK? Donc, c'est ça qu'ils font ici. Là. C'est pas super sécuritaire de se promener les lumières éteintes, là, on s'entend. Là. Mais c'est juste, je pense, pour le tester. Là. OK? Donc, ils vont faire des tests. Ils se promènent avec la Mercedes. Là, les lumières sont allumées, mais ils ont éteint, on dirait, juste un petit peu plus tard. Ils se promènent avec les lumières éteintes, puis ils voient quand même ce qu'il y a devant eux. Donc, ça, c'est des applications de l'infrarouge. OK? Donc, c'est ici, par exemple, vous avez l'image en visible, vous prenez une image infrarouge. Là, pourquoi les couleurs sont gris ou vert ou peu importe, mais ça dépend juste des préférences de l'utilisateur souvent parce que vous pouvez ajuster la. Des fois, il y en a qui préfèrent noir sur blanc, d'autres blanc sur noir, d'autres blanc sur vert ou peu importe. Là, ok? Puis vous pouvez voir apparaître, par exemple, un chevreuil qui serait sur le bord de la route parce qu'il serait chaud alors que le reste de l'environnement serait froid. Ce qu'on voit aussi, c'est que le gazon est encore plus froid que l'asphalte. L'asphalte a chauffé pendant toute la journée, donc est encore légèrement plus chaude que le reste de son environnement, donc apparaît légèrement plus brillante que le reste de son environnement. C'est utilisé aussi dans la rénovation. Ok. Donc, dans la rénovation, par exemple, vous pouvez prendre une image, des photos de votre maison. Il se vend des caméras FLIR à cette heure, là, à présent, ça coûte beaucoup moins cher que ça pouvait coûter il y a une dizaine d'années. C'est rendu presque très abordable. Donc, vous prenez une caméra infrarouge comme ça, puis vous voyez par exemple les pertes de chaleur. Donc, vous voyez ici que la cheminée ici, là, il y a la petite cheminée ici, ben, vous avez des pertes de chaleur à cet endroit-là. Vous pouvez voir où c'est bien ou mal isolé, où vous avez des pertes de chaleur, puis y remédier par la suite. OK? Donc, c'est quand même des applications civiles de ça. Il y en a de plus en plus, en fait. Une propriété du rayonnement infrarouge, pardon, qui est intéressante aussi. Euh, donc, c'est celle-là. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Donc, là aussi, c'en est un autre
qui se filme avec une caméra infrarouge. Sauf que lui, sa caméra infrarouge n'est pas à triche. OK? Donc, c'est une caméra, il explique, c'est une caméra qui combine une image visible puis une image infrarouge. La lumière visible, il l'utilise pour tracer le outline, le contour. Hey, je peux pas croire, je cherche des mots en français. Donc, on trace le contour des objets à partir de l'image visible, mais vous avez à ça une image infrarouge qui est surimposée. Donc, en particulier, ce que ça permet de montrer, par exemple, on voit que ses mains sont plus froides que ses bras, qui sont plus froides que son visage, puis on voit qu'il y a le nez, le bout du nez froid. OK? Donc, souvent, vous avez l'impression que vos mains sont froides plus que le reste de votre corps, mais c'est le cas. OK? Dans ce cas-là, on le voit avec le rayonnement infrarouge. Là, c'est intéressant aussi, par exemple, c'est que si vous prenez un sac de polyéthylène, un sac poubelle essentiellement, le sac poubelle est super bon pour bloquer la lumière visible, mais il laisse passer la lumière infrarouge. OK? Donc, les objets qui nous semblent opaques à l'œil nu peuvent être transparents dans l'infrarouge. Puis, à l'inverse, vous pouvez avoir un objet, une vitre, OK? Donc, il a juste changé le code de couleur. Une vitre qui est transparente dans le visible est opaque au rayonnement infrarouge. OK? Donc ça, c'est juste plate que je ne puisse pas vous le montrer en classe, là, puis que je suis obligé de courir des vidéos YouTube de monde qui l'ont fait. Mais c'est assez spectaculaire. L'objet est transparent dans le visible, mais opaque à l'infrarouge. Tantôt, on avait le contraire, on avait un objet qui était opaque dans le visible, transparent dans l'infrarouge. Donc, différents objets n'ont pas nécessairement les mêmes propriétés quand on les soumet à du rayonnement de différentes longueurs d'onde. OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder à l'esprit. On dit, à l'exemple 4, on dit la surface des étoiles est essentiellement à l'équilibre thermique, ce qui fait qu'elle possède des propriétés comparables à celles d'un corps noir. Voici les pics de rayonnement de 3 étoiles, puis on vous demande laquelle est la température la plus élevée. OK? Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que les étoiles dans le ciel n'ont pas toutes la même température. Ça peut pas paraître super évident comme ça, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc, ce qu'on sait, c'est que plus la couleur tend vers le bleu, plus la longueur d'onde est courte, plus la température est élevée. Donc, laquelle parmi ces trois-là, la température de surface la plus élevée? C'est Sirius. OK? Parce que Sirius a le pic de longueur d'onde à 330 nanomètres, ce qui en fait une étoile bleue versus le Soleil qui est une étoile plus jaune. Puis le jaune, faut faire attention avec ça. On va y revenir un petit peu. Là, c'est pas le Soleil est-il jaune ou blanc là? Le Soleil il est blanc, ok, mais le maximum de la distribution tombe à peu près vers le jaune vert. Quelle est la température à la surface du Soleil? Ben, on va utiliser la loi du déplacement spectral de Wien, qui est lambda fois T, qui est égal à 2,898 fois 10 à la moins 3, pour isoler T maintenant. OK? Donc, comment on détermine la température d'une étoile? OK? Ce qui est quand même une bonne question. On ne peut pas aller plugger un thermomètre à la surface du Soleil. Ce qu'on peut faire par contre, c'est prendre un spectre de l'étoile, puis regarder comment l'intensité varie en fonction de la longueur d'onde. Puis après ça, aller remarquer il est où le maximum dans cette distribution-là. Pour le Soleil, le maximum est autour de 500 nanomètres. OK? Ce qui nous donne une température de l'ordre de 5800 Kelvin à la surface. OK? Donc la température à la surface du Soleil est d'autour de 5800 Kelvin. OK? On dit quelle est l'intensité du rayonnement émise par le Soleil. Donc on utilise la loi de Wien pour trouver la température. Après, on utilise la loi de Stefan-Boltzmann pour trouver l'intensité. C'est sigma fois T à la 4. Donc si on utilise la constante de Stefan-Boltzmann qui est 5,67 fois 10 à la moins 8, puis on multiplie par la température à la quatrième puissance, on trouve une intensité spécifique de l'ordre de 6,4 fois 10 à la 7 watts par mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque mètre carré de la surface du Soleil émet 6,4 fois 10 à la 7 joules d'énergie à chaque seconde.
OK? Donc, si vous voulez trouver la quantité totale d'énergie, donc ça c'est l'intensité, on ne pose pas la question ici, là, mais là où ça devient plus intéressant, c'est si on voulait connaître quelle est la puissance émise par le Soleil, OK? Qu'est-ce qu'on ferait? On sait que l'intensité, c'est la puissance par unité de surface. Donc, si je veux trouver la puissance émise par le Soleil, j'ai juste à prendre l'intensité à la surface du Soleil, puis multiplier par la surface du Soleil. La surface, le Soleil étant une sphère de... donc, la surface d'une sphère, c'est 4 pierres carrées. Le rayon du Soleil étant... Là, il faut que j'aille vérifier. De 4, de 6,9 fois 10 à la 8 mètres. OK. Excusez, là. Je perds mes écouteurs de temps en temps. Donc, ça, c'est le rayon du Soleil ici. Donc, ça me donne une puissance de l'ordre de 3,9 fois 10 à la 26 watts. OK. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir une idée souvent. Euh, ben là, c'est sûr, nous, on connaît le rayon du Soleil, on peut le mesurer précisément, là, mais pour les étoiles lointaines, ce qu'on veut savoir souvent, c'est quelle quantité d'énergie, c'est quoi la température, c'est quoi la quantité d'énergie qu'ils nous émettent. C'est pas des questions simples, OK? Donc, mais on va se fier à ces règles-là pour en avoir une idée. Donc, le Soleil émet à chaque seconde à peu près 3,9 fois 10 à la 26 joules d'énergie dans l'espace, sous forme du rayonnement d'un corps noir essentiellement. OK? Ça ne veut pas dire qu'il émet juste à cette longueur d'onde-là. OK? On s'entend. Euh, la question suivante, on vous demande c'est quoi la catastrophe ultraviolette par exemple. Alors, juste avant, je vais vous montrer quand on vous dit que les étoiles n'ont pas toutes la même température, puis qui n'ont pas toutes la même couleur, ok? C'est pas si facile de le voir à l'œil nu quand vous prenez juste, quand vous regardez dans le ciel, puis vous voyez les étoiles. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est des Star Trek, là, vous pointez, vous laissez la caméra ouverte, ou vous prenez une photo à toutes les X secondes, puis vous laissez le ciel tourner. Dans le fond, la Terre tourne sur elle-même. Vous prenez des photos pendant 1 heure ou 2 comme ça. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est que vous voyez l'étoile polaire qui est ici. Puis là, vous voyez des traces qui sont produites parce que les étoiles apparemment se déplacent dans le ciel, alors que c'est le contraire, le ciel reste immobile, entre guillemets, puis la Terre tourne sur elle-même. Mais quand vous regardez des traces d'étoiles comme ça, là, on voit plus facilement le fait que la couleur des étoiles n'est pas toute la même. OK? Donc, les couleurs, les étoiles plus bleues sont plus chaudes que les étoiles plus rouges, plus jaunes. OK? Un autre exemple ici, ça fait quand même des belles photos. OK? Euh, ce qu'on vient de dire aussi, c'est quoi? C'est que la, dépendant de la température des objets, la longueur d'onde associée au maximum de la distribution va décroître. Donc, plus l'objet est froid, plus il émet dans des grandes longueurs d'onde, plus l'objet est chaud, plus il émet dans des courtes longueurs d'onde. Donc, quand vous regardez, par exemple, notre Voie lactée, dans différentes longueurs d'onde, vous allez observer différents phénomènes. Si vous regardez dans le radio, dans les longueurs d'onde radio ou infrarouge, ben, vous ne verrez pas la même carte du ciel que si vous regardez par exemple dans le visible ou dans les rayons X ou dans les rayons gamma. Donc ça, c'est une échelle d'énergie qui augmente comme ça. Donc le rayonnement à très basse énergie, radio, c'est ça qui transporte le moins d'énergie. Puis vous augmentez l'énergie du rayonnement que vous observez, vous allez observer différents phénomènes physiques. Euh, une, Ce que je vous disais tantôt, là, avec le gars qui avait son sac à poubelle en avant de lui, la lumière infrarouge traversait son sac. Ben, il se passe la même affaire quand on veut observer, par exemple, la Voie lactée. Donc, quand on regarde la Voie lactée, puis ça c'est une carte de la Voie lactée au complet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, imaginons, je ne sais pas, là, vous regardez vers le centre de la Voie lactée. Mettons que le centre de la Voie lactée serait parfaitement devant moi. Après, ce que je fais, c'est que je balaye d'un sens jusqu'en arrière de ma tête. Ça va me donner l'image qui part de là, puis qui s'en va jusqu'ici. OK? Après ça, je regarde du centre, puis je balaye dans l'autre sens. Ça me fait l'image jusque-là. Puis après ça, je regarde devant moi jusqu'en haut,
puis de devant moi jusqu'en bas. OK? Donc ça fait une carte du ciel au complet. Si on la repliait, si on prenait cette strip-là, puis qu'on la repliait sur elle-même pour en faire un anneau, c'est comme si on voyait partout autour de nous, puis qu'on serait en plein milieu de ça. Euh, Ici, ce qui est important, sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que si on regarde vers le centre de la Voie lactée dans la lumière visible, on voit presque rien. OK? Pourquoi? Ben, il y a des nuages de poussière et de gaz qui sont entre nous et le centre de la Voie lactée, qui masquent le centre de la Voie lactée parce que ces nuages de poussière et de gaz-là sont très opaques à la lumière visible. Donc, si vous voulez bien, un peu comme notre sac poubelle tantôt, le sac poubelle était opaque à la lumière visible. Sauf que si vous utilisez une caméra infrarouge pour regarder vers le centre de la Voie lactée, vous allez voir, OK, apparaître, OK, quasiment le centre de la Voie lactée, puis le disque, le plan de la galaxie ici. OK. Pourquoi? Mais parce que les nuages de poussière et de gaz sont transparents à la lumière infrarouge. Donc, d'avoir des détecteurs de lumière infrarouge, c'est bon parce que ça vous permet de voir des choses qui sont impossibles de voir à l'œil nu. Encore une fois, évidemment, c'est des fausses couleurs. OK? Ici, ce qu'on va faire, par exemple, souvent pour des images infrarouges proches comme ça me semble être, puis là, j'ai pas été voir exactement comment ils ont fait cette image-là, là, mais souvent, c'est qu'on va prendre trois longueurs d'onde infrarouges différentes, proches les unes des autres. On va les mapper, là, les cartographier, une comme étant bleue, une comme étant rouge, une comme étant verte, puis on va les recombiner dans de la lumière visible pour faire des fausses couleurs comme ça. Si vous regardez, par contre, le ici, continuum radio à 2.5 GHz. OK? Je ne sais pas pourquoi ils ont observé à cette fréquence-là essentiellement. Là, mais ça, c'est une autre affaire aussi qui est drôle, que j'ai jamais compris essentiellement pourquoi. Mais quand on parle de la lumière visible, souvent on parle en termes de longueur d'onde. Mais quand on s'en va dans les ondes radio, on parle souvent en termes de fréquence. Puis demandez-moi pas pourquoi, là, honnêtement, il faudrait que j'aille fouiller, je pense. Là. Je dis tout le temps, c'est pour des raisons historiques dans ce temps-là, quand je suis pas sûr de la bonne réponse. Mais au lieu de parler en termes de longueur d'onde, on parle en termes de fréquence, mais ça ne change pas le principe. OK? C'est juste que là, ici, on regarde à une fréquence, donc vous avez des antennes qui observent le rayonnement radio qui provient de l'univers, puis vous tunez l'antenne à 2.5 GHz. OK? Donc, vous observez le rayonnement qui a une longueur d'onde très spécifique, correspondant à une fréquence de 2.5 milliards de Hertz. Ici, le code de couleur, évidemment, comme c'est une longueur d'onde, vous ne pouvez pas prendre trois longueurs d'onde puis faire RGB. Ce que vous faites, c'est que vous mappez, vous cartographiez l'intensité du rayonnement radio. Donc, d'une image à l'autre, le rayonnement, les images n'ont pas été prises de la même façon. Faut faire attention avec des images comme ça, dans le détail. Mais par exemple, ici, plus le rayonnement est intense, plus on va mettre une couleur qui s'approche du blanc, plus le rayonnement est peu intense, plus on va mettre du violet. Donc, du violet au jaune, au rouge, au blanc, c'est de moins intense vers plus intense à une longueur d'onde très spécifique. Le point étant que si vous cherchez des objets froids, comme de l'hydrogène atomique, du gaz d'hydrogène dans l'univers, qui est très froid, ben, il va émettre à des températures proches du zéro absolu. Donc, il va falloir aller dans des longueurs d'onde, dans le radio, puis à des très grandes longueurs d'onde pour détecter des objets, des corps noirs très froids. Au fur et à mesure que vous augmentez la température, vous allez observer des affaires de plus en plus chaudes. Souvent, si vous voulez détecter, par exemple, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, ces planètes-là ayant des températures de l'ordre de 0 en Celsius, de l'ordre de, je sais pas moi, la Terre, sa température moyenne, c'est à peu près quoi, 20 degrés peut-être, je sais pas, je dis ça, mais on s'entend là, que c'est entre 0 puis, mettons, entre moins 100 puis plus 100 Celsius. OK, là, c'est une ballpark, là. Bon, ben, ça veut dire que la Terre émet dans l'infrarouge, essentiellement. Donc, si vous voulez spotter des planètes comme la Terre, oui, vous pouvez les voir dans le visible, mais ils vont être beaucoup plus faciles à spotter si vous observez dans l'infrarouge, parce qu'ils vont briller dans l'infrarouge alors qu'ils ne vont que réfléchir la lumière visible. Aussi, si vous voulez regarder vers d'autres étoiles pour détecter des planètes autour de ces autres étoiles-là, ben, vous ne voulez pas que la lumière soit absorbée par le gaz et la poussière. Donc, vous ne voulez pas observer dans le visible, vous allez aller observer dans l'infrarouge. Donc, l'astronomie infrarouge, c'était une très grosse révolution. Puis ça, c'était motivé par juste le fait qu'on a réussi à construire des détecteurs infrarouges suffisamment sensibles pour nous aider en astronomie. OK? Puis ces détecteurs infrarouges-là proviennent de la recherche militaire
qui a été faite pour faire de l'imagerie thermique, comme je vous expliquais précédemment. Là, je vais vous en donner un exemple. Là. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, comme je vous disais, ça c'est un gunship là, un AC-130. Là. C'est essentiellement une mitraillette qui est installée dans un avion. Là, qui vous irez voir, c'est quoi un AC-130 là. Mais ils vont spotter à l'infrarouge. Donc, vous voyez des personnes. Là, ok? Donc, les points blancs ici, c'est des individus. Ce qui est en blanc, ici, c'est un code de température. Donc, en rouge, les véhicules sont plus froids que leur environnement, donc ils paraissent sombres. Puis, vous avez les personnes, elles, qui sont plus chaudes que l'environnement, qui paraissent en blanc. Ok? Là, ça doit être semi-masque. Même pas, non. Ça a l'air d'être juste. Ok, souvent, ils vont essayer de cacher des informations sensibles avant de rendre ça public, mais ça vous donne un peu une idée à quoi ça ressemble là, ici. J'ai pas l'intention de vous montrer ça qu'ils sont en train de gonner du monde, là, mais ça se trouve assez facilement, même sur YouTube. Ok? Donc, euh, dépendant de la température, vous allez observer dans différents domaines de longueur d'onde, les applications sont très variées. Si je reviens à l'astronomie, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, je vous disais que les étoiles n'ont pas toutes la même température, donc ils n'ont pas toutes la même couleur. Donc, assez rapidement, ce qu'on a commencé à faire, puis ça c'est Earthspring puis Russell, deux astronomes qui ont eu la même idée de façon indépendante, c'est qu'ils sont allés regarder euh, comment les étoiles se plaçaient dans un diagramme où on met d'un côté leur luminosité, donc la quantité de lumière qu'ils émettent, leur intensité, leur puissance en fait, la puissance qu'ils dégagent. Donc sur l'axe Y ici, ce qu'on a, c'est la puissance dégagée par une étoile. Puis sur l'axe horizontal, c'est la couleur de l'étoile. Ok, donc en astro, les codes de couleur, en plus, on a des lettres. Ok, des étoiles O, c'est des étoiles très chaudes. Donc la couleur d'une étoile n'est pas donnée nécessairement par la température, mais par des lettres. Donc le Soleil est une étoile de type G. Ok. C'est pas important. Essentiellement, c'est un code de couleur ici. Ok. Donc on passe des étoiles rouges vers les étoiles bleues, les plus froides jusqu'aux plus chaudes. Puis la quantité de lumière que chaque étoile émet. Donc, nous, naïvement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des étoiles un peu partout là-dedans. OK? Mais quand on map, quand on fait l'expérience puis qu'on va les placer dans ce diagramme-là, ce qu'on remarque, c'est que les étoiles ne vont pas se répartir de façon aléatoire là-dedans. OK? Les étoiles vont suivre une séquence très bien établie. La grosse majorité des étoiles qu'on observe tombent sur une genre de ligne ici qu'on appelle la séquence principale. OK? Donc, on remarque que plus l'étoile est chaude, plus elle va être brillante. OK, tout simplement. Vous allez avoir un groupe d'étoiles qu'on appelle les géantes. Vous allez avoir un groupe d'étoiles qu'on appelle les super géantes. Puis vous allez avoir une gang d'étoiles ici qu'on appelle les naines blanches. Donc, vous avez différentes catégories d'étoiles qui vont être à différents endroits dans ce diagramme Esprong-Russell. Puis ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est on comprend très bien comment varie la position des étoiles dans ce graphique-là au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Ok? Donc, par exemple, si on regarde le Soleil aujourd'hui, âgé d'environ 4,5 milliards d'années, ce qu'il fait, c'est qu'il brûle de l'hydrogène dans son cœur. Là, il est stable, il est sur la séquence principale, c'est là qu'il va passer la plus grosse partie de sa vie avant de mourir. Ok? Qu'est-ce qui va se produire quand il va manquer de fuel, quand il va manquer d'hydrogène au cœur du Soleil? Ben, évidemment, il n'y aura plus de source de chaleur. Donc, le soleil va se refroidir tranquillement. Puis, comme il n'y a plus de pression produite par le rayonnement à l'intérieur du soleil, ben, les couches externes vont commencer à s'écraser. Donc, la surface va devenir. Bon, il y a un effet combiné. Le cœur va commencer à s'écraser sur lui-même, mais les couches externes, elles, vont commencer à se disperser en échange. Ok? Donc, le soleil va gonfler, en fait. OK? Donc, comme il va gonfler, la surface devient plus grande, donc la puissance va augmenter. Donc, il va devenir une géante rouge. Donc, légèrement plus froid, mais comme sa surface a tellement augmenté, il émet plus de lumière au total. Donc, le cœur va se condenser jusqu'à temps que la pression au cœur soit suffisante pour allumer la combustion de l'hélium. OK? Là, on a le flash de l'hélium. À ce moment-là, l'étoile va se réchauffer super rapidement. OK? Puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'hélium disponible dans le cœur, puis à ce moment-là, on recommence le manège. Donc, il n'y a plus d'hélium disponible pour la fusion. L'étoile, le cœur va recommencer à se comprimer, l'extérieur va commencer à prendre l'expansion. On va redevenir une super géante.
Puis là, tranquillement, ce qui se produit, c'est que les couches externes se dissipent. Donc, on voit juste le cœur de l'étoile. Mais le cœur de l'étoile est encore à une température super élevée. Donc, elle va nous sembler être super chaude. Puis là, tranquillement, les couches externes se dissipent. Donc, on voit juste un petit cœur d'étoile très chaud, mais très petit. Donc, la luminosité va diminuer. Puis tranquillement, on va se refroidir dans une traque de naine blanche comme ça. Donc, pour donner une idée des durées, là, le Soleil va passer environ 9 milliards d'années sur la séquence principale. Dans 4,5 milliards d'années, pardon, il reste à peu près 9 milliards d'années à faire sa séquence principale. C'est un ordre de grandeur. OK? Euh, il va ensuite, excusez, il va passer à peu près 9 milliards d'années sur sa séquence principale. Quand il va à, oh, 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 quand il va rester à peu près 1 milliard d'années sous une forme de géante rouge, à peu près une centaine de millions d'années comme géante rouge, à peu près 10 000 ans dans la phase de nébuleuse planétaire, puis après ça, il va se refroidir. Donc, 9 milliards d'années versus 10 000 ans, ben, si vous regardez des étoiles au hasard, ok, la probabilité que vous les pogniez dans telle ou telle phase, ben, elle va dépendre de la durée de vie. S'il passe 90% de sa vie sa séquence principale, 10% de sa vie sous forme de géante rouge, là, les pourcentages ne collent pas, là, mais 10 000 ans sur 9 milliards d'années, c'est vraiment pas beaucoup. Okay? C'est une très, très faible fraction. Donc, statistiquement, vous devriez avoir une très, très faible fraction des étoiles qui sont dans cette phase-là versus celles qui sont sur la séquence principale. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez dans un diagramme comme ça, vous trouvez la plupart des étoiles sur la séquence principale, quelques-unes à gauche, à droite. Mais ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de faire des statistiques. Si vous prenez un échantillon énorme d'étoiles, puis vous les mettez dans un diagramme comme ça, ben, puis vous les comptez, si vous avez 90% des étoiles qui sont sur la séquence principale, ben, ça veut dire qu'ils passent en moyenne 90% de leur vie sur la séquence principale. Donc, vous utilisez les statistiques pour déduire les, le temps que les étoiles vont passer dans différentes phases de leur existence. Aussi, d'autres applications, je dirais, d'un diagramme comme ça, c'est que souvent, ce qui est difficile, c'est de connaître la luminosité de l'étoile, donc la luminosité intrinsèque. Ce qu'on voit, par exemple, c'est juste, ce que je dis par luminosité intrinsèque, c'est prenez une ampoule de 100 watts, ok, mettez-la loin de vous. L'intensité lumineuse que vous allez percevoir va être faible. Prenez une ampoule de 20 watts, mais placez-la près de vous. L'intensité lumineuse que vous percevez va être équivalente. Vous pouvez placer les deux ampoules d'intensité différentes à différentes distances pour que l'intensité que vous perceviez soit la même. Ok? On se souvient, là, comme on dit, on en parlait quand on faisait des exemples avec puissance émise sur puissance absorbée. Là. Donc, puissance émise sur l'air de la sphère, ok? Ça donne l'intensité lumineuse. Donc, si vous êtes ici, vous, à une distance R d'un objet, puis que l'objet émet une quantité de puissance émise, l'intensité lumineuse perçue, ok, ça va être P divisé par l'aire de la sphère imaginaire. Bon, ben, si l'objet est plus loin, P va être plus grand, mais qu'en échange, R est plus. Vous mettez un objet plus brillant plus loin, il peut avoir la même intensité qu'un objet moins brillant plus proche. L'affaire avec les étoiles, c'est que c'est difficile de déterminer leur distance exacte. Quand vous regardez une étoile, de savoir à quelle distance de la Terre est-ce qu'elle se trouve, c'est pas simple. Okay? C'est vraiment, on pourrait faire un cours là-dessus complet en fait. Okay? C'est pas l'objectif du cours. Sauf que vous pouvez faire par exemple pour un amas globulaire. Un amas globulaire, c'est juste par exemple M13, c'est une collection d'à peu près 10 000, 100 000 étoiles qui sont toutes reliées les unes avec les autres, comme une mini-galaxie dans le fond, qui orbite autour de notre galaxie à nous. Dans notre galaxie à nous, je devrais plutôt dire. Ben, essentiellement, c'est qu'ils sont tous à la même distance. Donc, vous pouvez faire un diagramme HR d'un objet comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la couleur de chaque étoile, puis l'intensité de chaque étoile, puis vous allez mettre ça dans un diagramme. Vous allez remarquer que les étoiles ne sont pas réparties de façon aléatoire dans un diagramme comme ça. Vous allez remarquer que statistiquement, ils vont être pas mal tous sur la séquence principale. Puis si on prend l'amas, par exemple, un amas globulaire, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la plupart des étoiles sur la séquence principale. Ce qu'on sait, c'est que les étoiles les moins massives, les plus légères, ont tendance à mourir très vite. Ils vont mourir après 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Le Soleil va vivre 10 milliards d'années. Plus les étoiles sont légères, plus ils vivent longtemps. Donc, prenez une bunch d'étoiles qui apparaissent toutes en même temps. Okay? Ils vont être toutes sur la séquence principale, puis laissez le temps passer. Qu'est-ce qui va se produire? Les étoiles les plus légères vont finir de brûler, vont quitter la séquence principale.
Puis au fur et à mesure que le temps passe, vous allez avoir les étoiles de plus en plus massives qui vont quitter la séquence principale. Si vous prenez le diagramme HR d'un amas globulaire au complet, vous allez voir ce qu'on appelle le turn-off ici, là, ce qui est toutes les étoiles qui sont ici sont encore sur la séquence principale, mais les étoiles plus massives que ça ont fini de brûler leur hydrogène, donc ils ont quitté la séquence principale, ils ont commencé à faire les géantes, la branche horizontale. Je n'ai pas parlé là, mais peu importe là, ok. Donc vous allez avoir la branche géante qui va apparaître, puis en comparant les diagrammes HR de deux amas globulaires, vous pouvez déduire l'âge d'un amas globulaire en regardant comment le diagramme HR se comporte. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que dans l'amas globulaire M67, il y a des étoiles plus massives qui sont encore sur la séquence principale, qui ont quitté celle de NGC 188, qui est un autre amas globulaire. Donc M67 est plus jeune que NGC 188, par exemple. Donc c'est des applications en astronomie, là. Donc des applications, je vous laisse mettre des quotes, unquote à ça, parce que ça reste des applications en astro. Euh, donc, on remarque ici, là, il y a des étoiles plus massives, encore sur la séquence principale. Donc, nécessairement, cet amas-là est né après, il est plus jeune que l'autre amas ici qui est plus âgé. Donc, généralement, c'est une façon d'avoir des idées des composantes de notre galaxie en datant les étoiles qu'il compose. Le meilleur camp noir, ça restera probablement l'univers au complet. Donc, le rayonnement de camp noir il y a un rayonnement de camp noir dans lequel baigne l'univers au complet, ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique, le rayonnement de fond cosmologique. Ça aussi, en soi, c'est un sujet. Euh, C'était détecté pour la première fois autour des années 60, 65, si je me souviens bien. Là. On va aller voir, on va aller voir ça. Là. En fait, je pense que j'ai même l'article, là. Je vais vous le remontrer. Là. Ok. Donc, c'est la découverte du rayonnement de fond cosmologique. C'était de mémoire euh, en 64. Ok, bon, j'étais pas loin, c'est ça, j'avais 65 dans la tête, là. Mais bon, euh, deux, deux ingénieurs qui travaillaient pour Bell, pour les laboratoires de Bell, ont construit une antenne radio, ok, donc qui ressemble à ça ici. Ok. Donc ça, c'est une grosse antenne qui détecte du rayonnement électromagnétique dans le radio. Puis, ce qu'ils remarquaient, c'est que euh, peu importe, ok, dans quelle direction il regardait, peu importe à quelle heure de la journée, peu importe à quelle saison, il y avait toujours un bruit de fond dans leur antenne qui était pareil, 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 indépendamment de où ils regardaient, ou quand ils regardaient, puis toujours. Ce rayonnement, ce rayonnement thermique-là était un bruit de fond dans leur antenne à une fréquence qui correspond à un corps noir de 2,3 Kelvin. OK? Donc, prenez un corps noir à 2,3 Kelvin, mesurez avec la loi du déplacement de Wien le pic de la distribution, vous tombez exactement à la longueur d'onde que eux observent. Et leur antenne était tunée en bon français là, pour écouter, pour regarder à un rayonnement dont la température thermique correspondait à 2,3 Kelvin. OK? Ici, si on voit deux globes comme ça, c'est parce que ce rayonnement-là, il y avait une très légère variation de fréquence. Là. Le bruit était parfaitement égal dans toutes les directions. C'est parfaitement homogène, mais il y avait un léger décalement, comme si on se déplaçait à 600 km/s par rapport à ça. Ça, c'est juste dû au fait que la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la Voie lactée se déplace dans la mangue locale. Mais bon, euh, ça nous donne une idée un peu, mais si on compense pour cette vitesse-là qu'on observe, donc qu'on le voit comme un léger décalage de Doppler, si on compense pour ça, on remarque que c'est à peu près parfaitement homogène. C'est tellement homogène que ça a pris des observations beaucoup plus récentes pour le mesurer comme il faut. Et ça, c'est une image qui provient, ça c'est l'image de WMAP. Ouais, ok. Une vieille image en fait, on l'a avec une plus haute résolution. Donc, cette image-là, là, c'est un corps noir à une température de 2,726 Kelvin. Ok. Puis on remarque que l'intensité du rayonnement est parfaitement homogène, mais il y a des petites variations de l'ordre de 200 microkelvin. Donc ça varie à la quatrième décimale ici. Là, OK? Puis là, vous avez des patchs qui sont légèrement plus chaudes, des patchs légèrement plus froides, mais de l'ordre à la quatrième décimale près. OK? Si on colle avec ça, c'était WMAP qui a mesuré ça. COBE, c'est un vieux satellite qui a été un vieux satellite des années 90 de mémoire, qui a observé le rayonnement cosmologique à différentes. Là, il y avait des molomètres, eux autres, il y avait
des appareils de mesure très sensibles qui mesuraient par exemple à une longueur d'onde ou à une fréquence, qui mesuraient l'intensité du rayonnement à une fréquence précise. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé partout dans le ciel, puis ils remarquaient que il y avait ils mesuraient à, je ne sais pas combien il y en avait, des points rouges, là, mais tous les points rouges, c'est des points expérimentaux. Donc, c'était un dispositif qui mesurait la quantité d'énergie qui percevait à une fréquence qui était faite pour mesurer une fréquence très, 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 très précise. Puis, en rouge, vous avez les observations. En vert, vous avez le quart noir à 2,72 Kelvin. Les barres d'erreur sont plus petites qu'un pixel. Donc, les barres d'erreur là-dessus sont plus petites qu'un pixel sur l'image. Donc, sont invisibles à l'œil nu. Donc, on a mis des plus pour que ça soit apparent. Mais ça colle parfaitement à un corps noir. Comment est-ce qu'on explique ça? Ben, on se dit si l'univers aujourd'hui, il y a un rayonnement de fond à cette température-là, qu'est-ce qu'on puis qu'on sait à cause d'Edwin Hubble que l'univers est en expansion, on remonte dans le temps, puis qu'est-ce qui se passe quand vous avez un gaz qui prend l'expansion? Il se refroidit. Donc, l'univers, tout ce qu'il fait, c'est que c'est un gaz, c'est une boule en expansion. Ça, on le sait des travaux de Edwin Hubble. Puis on sait qu'il y a un rayonnement froid parfaitement isotrope, à peu près parfaitement isotrope, dans lequel l'univers baigne. Donc, si on remonte à l'envers, on s'imagine que l'univers se comprime, la température augmente. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée du Big Bang, tout simplement. Okay? C'est-à-dire que si vous avez si l'univers est en expansion puis se refroidit, ça veut dire que dans le passé, il était chaud et dense. Donc, on s'imagine que à un moment précis, il y a eu ce qu'on appelle le Big Bang aujourd'hui, ce qui était une. Là, il faut faire attention. Là, le pire qu'on peut avoir comme image, c'est de s'imaginer que vous avez une explosion qui se produit dans un espace préexistant. Okay? Le Big Bang, c'est pas ça. Le Big Bang, c'est littéralement l'apparition de l'espace puis du temps. Okay? Donc, ça ne s'est pas produit en un endroit dans un espace préexistant. Ça s'est produit par définition partout parce que c'est l'apparition de l'espace puis du temps. Mais là, on commence à être un petit peu débordé légèrement le cadre du cours ici. OK? Mais c'était une des découvertes scientifiques les plus fondamentales à ce jour parce que c'est un gros, gros, gros argument en faveur du Big Bang. C'est très difficile de. En fait, on pourrait dire que présentement, le meilleur modèle qui colle le mieux aux observations, c'est le modèle du Big Bang. Puis c'est pour ça que c'est ce qui est accepté pour l'instant comme modèle. Ok. C'est pas une preuve du Big Bang, mais c'est pas loin de ça parce que c'est à peu près impossible de l'expliquer autrement que par le Big Bang. Ok. Euh, si on revient à notre rayonnement du corps noir, évidemment, il y a eu, on vous disait par exemple, Stéphane Boltzmann, eux ont expliqué euh, comment l'intensité variait avec la température. Wien a montré comment le maximum de la courbe se déplaçait. Évidemment, les physiciens ont essayé assez rapidement de synthétiser leurs travaux, ok? Puis de faire une théorie qui était capable d'expliquer comment variait ça, euh, comment variait l'intensité spécifique. Ok? Euh, Ça a pris. Puis en fait, c'est là qu'on a, en appliquant par exemple le modèle du rayonnement électromagnétique, ok, en équilibre. Donc, vous avez par exemple, historiquement, Wien qui a proposé une loi qui était semi-empirique, donc qui était basée sur des arguments théoriques, mais qui était aussi euh, ajustée pour correspondre aux observations, qui marchait bien pour décrire le maximum de la distribution ici. Après tout, Wien a trouvé la loi du déplacement spectral qui porte son nom. Donc c'est normal, lui, il se concentrait sur reproduire le sommet de la distribution ici. Sauf que sa loi, elle ne fonctionnait pas à des grandes longueurs d'onde. Okay? Donc il y avait clairement quelque chose, puis en plus, c'était pas une loi qui était purement basée sur la théorie, c'était une loi qui était basée aussi sur l'observation. Donc ça a orienté les travaux de certains chercheurs, mais ce n'est pas été la solution qui a été retenue. On est en 1896. OK? 4 ans plus tard, Rayleigh et Jeans arrivent avec la loi qui porte leur nom, qui montre que le rayonnement, l'intensité spécifique devrait varier comme 2 fois pi fois k fois t à la lambda fois lambda à la moins 4.
Donc, comment ils en sont arrivés là? Eux, c'était basé beaucoup plus sur la théorie. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'eux, ils sont représentés. Comment on pourrait dire ça? Je veux pas encore là, je pourrais faire ça aussi compliqué que vous voulez. Là. Imaginez que vous avez une cavité, puis pour faire ça simple, mettons que c'est un cube. OK? Donc, euh, donc mettons qu'on a un cube. OK? Puis, Rayleigh et Jeans se sont dit, bon, si on a du rayonnement en équilibre là-dedans, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les ondes électromagnétiques qui peuvent exister là-dedans, nécessairement, je dois avoir un nœud à chaque extrémité. Donc, ils se sont imaginés un paquet d'ondes stationnaires comme ça. OK? Donc, les modes propres d'oscillation dans une cavité de longueur L. OK? Donc, on s'imaginait comme si on avait des cordes. OK? Là, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils regardaient c'était quoi la fréquence. OK? C'était quoi la fréquence ici? OK? Par exemple, c'était quoi la longueur d'onde ici? OK? Donc, c'était relié aux dimensions de la cavité, puis à la vitesse des ondes, C égale lambda fois F, ainsi de suite. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ensuite, ils mesuraient l'énergie de chacune de ces ondes-là. Là, ils faisaient un total sur la quantité de chacun de ces modes-là qui pouvaient exister. Donc, ils comptaient les modes, ils associaient une énergie à chaque mode, puis après ça, ils faisaient la somme de tout ça pour trouver combien d'énergie devrait être contenue dans la cavité sous forme de rayonnement en équilibre. Puis, arrive à une prédiction qui dit que la quantité l'intensité spécifique devrait varier comme 2 fois pi fois k, ou k, ça s'appelle la constante de Boltzmann, mais c'est pas important, fois t sur lambda à la 4. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment comment varie l'intensité pour toutes les longueurs d'onde, mais pour toutes les températures également. OK? Puis ce modèle-là était ce qui était l'application la plus high-tech de la théorie classique du rayonnement. OK? Puis c'est ce qui a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui, puis vous remarquerez à la question 5 ici, qu'est-ce que la catastrophe ultraviolette? En fait, c'est ce qui a amené à la catastrophe ultraviolette. La catastrophe ultraviolette, c'est que si vous regardez la loi de Rayleigh-Jeans, on remarque que c'est en 1 sur lambda 4, donc c'est une constante divisée par lambda à la 4. Donc au fur et à mesure que la longueur d'onde diminue, la quantité d'intensité augmente. Donc la catastrophe ultraviolette, c'est que la loi de Rayleigh-Jeans, qui était l'application de la théorie classique, prédisait que l'intensité allait tendre vers l'infini pour des longueurs d'onde qui se déplacent vers l'ultraviolet. C'est impossible d'avoir du rayonnement d'intensité infinie. Okay? Ça voudrait dire que la puissance est infinie, que tout est infini, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc la loi de Rayleigh-Jeans, qui était celle qui était basée sur des arguments purement théoriques, qui était l'application de la mécanique classique la plus précise qui avait été faite, prédisait que la quantité d'énergie d'un corps noir devait atteindre l'infini quand la lumière tendait vers des courtes longueurs d'onde. Évidemment, je n'ai même pas besoin de vous dire que ce n'était pas en accord avec l'observation, c'était carrément n'importe quoi. Okay? Donc, ça l'a mené à ce qu'on appelle aujourd'hui la catastrophe ultraviolette. C'était vraiment le problème posé par les prédictions du modèle classique qui était prédisait une quantité infinie d'énergie à des courtes longueurs d'onde, ce qui est pas observable du tout. Okay? Donc, comment est-ce que ce problème-là a été réglé? Okay? C'était réglé par Planck, à peu près la même année en fait. Okay? Donc, Planck a trouvé comment régler le problème. Il a proposé une loi de l'intensité spécifique qui avait une forme un peu plus complexe, comme ça ici. Okay? Où vous avez un paquet de constantes fondamentales ici. Puis, cette loi-là avait la propriété de marcher à toutes les longueurs d'onde puis à toutes les températures. Okay? Donc, au point de vue pratique, cette loi-là était parfaite. Okay? Donc, elle collait bien. Donc, Rayleigh-Jeans, ça fonctionnait super bien pour les. Ok, là, ici, on est en fréquence, il faut faire attention. Donc, les grandes longueurs d'onde sont de ce côté-là, puis les très courtes longueurs d'onde sont de ce côté-là. Ok? Donc, ce que la loi de Rayleigh-Jeans prédisait, c'était que ça divergeait quand la longueur d'onde devenait plus courte ou quand la fréquence devenait plus grande. Ok? Donc, Rayleigh-Jeans prédisait que ça divergeait. Puis, Wien, à l'inverse, Wien, ça marchait bien pour les courtes longueurs d'onde, mais ça ne marchait pas pour les grandes longueurs d'onde. Donc, vous aviez Rayleigh-Jeans marche à grande longueur d'onde, mais pas à courte.
Wien marche à courte longueur d'onde, mais pas à grande. Mais vous avez Planck entre les deux qui a fait le pont entre les deux théories. OK? Donc, qui réussissait à fonctionner autant à grande longueur d'onde qu'à courte longueur d'onde. Puis quand vous la mettiez à l'épreuve, l'expérience de Planck, la formule de Planck, pardon, elle marche parfaitement. Donc, elle fonctionne pour toutes les longueurs d'onde, elle fonctionne pour toutes les températures. Si vous intégrez la fonction de Planck, ben, ça va vous donner l'intensité totale, correspond à l'équation de Stefan Boltzmann. Si vous intégrez l'équation pardon, si vous dérivez l'équation pour poser dérivée égale à 0, pour trouver le maximum de la fonction de Planck, vous allez retrouver la loi du déplacement de Wien. C'est pas des. C'est des genres de devoirs que je pourrais vous donner, mais que je me retiens de faire. OK? Donc, vraiment, ça colle parfaitement à, à l'explication. Euh, on dit la loi du rayonnement de Planck concorde bien avec l'expérience, mais contre une hypothèse surprenante pour les physiciens de l'époque, de quoi s'agit-il? En fait, c'est que Planck, lui, encore là, je sais que je tourne les coins ronds, OK? Vous irez lire là-dessus si ça vous intéresse. C'est assez fascinant quand même. OK? On pourrait parler longtemps du concept d'entropie en particulier. On dit que Planck utilisa le concept d'entropie pour construire sa relation. Donc, dans le fond, lui, Planck, il se disait euh, je vais répartir l'énergie en plusieurs objets, puis je vais regarder un peu comment varie l'énergie moyenne, puis je vais utiliser ça pour produire la loi d'intensité spécifique. L'entropie, c'est un concept qui est une mesure du désordre, OK, qui est relié au nombre de façons de distribuer l'énergie, par exemple. Donc, l'entropie, très simplement, là, encore, on parlait tantôt de prenez de l'eau chaude puis de l'eau froide, séparez-les, là, ouvrez une séparation entre un réservoir d'eau chaude puis de l'eau froide. Assez rapidement, ça va se mélanger pour donner de l'eau tiède. OK. Pourquoi? Ben, c'est parce que si on y pense en termes de probabilité, OK, c'est quoi la probabilité que les molécules chaudes soient toutes d'un bord et que les molécules froides soient toutes de l'autre bord? Elle est très faible. La probabilité, c'est que les deux vont se répartir de façon aléatoire. OK? Donc, comme la probabilité que le mélange soit que le mélange se fasse est plus grande que la probabilité que chacun reste de son bord, ben statistiquement, c'est ce qui va donner. Tout le monde va être mélangé, puis ça va être température moyenne. Donc, l'entropie, c'est un peu ça. Ici, c'est une mesure du désordre souvent. OK? Un des problèmes avec ça, c'est que si on répartit l'énergie de façon uniforme, comme dans le modèle des oscillateurs de Rayleigh et de Jeans, ben, il existe un nombre infini de répartir l'énergie de façon uniforme. Donc, ça mène à une façon de calculer l'entropie qui ne fonctionne juste pas. Donc, Planck, pour contourner ce problème-là, a supposé que l'énergie n'était pas répartie de façon uniforme, qu'elle était répartie de façon discrète. Excusez. Qu'elle était répartie de façon discrète, puis que l'énergie de chaque oscillateur était proportionnelle à la fréquence d'un oscillateur. Okay? Donc, il a proposé la quantification de l'énergie. Okay? L'énergie ne pouvait pas être répartie de façon uniforme, elle ne pouvait prendre que des valeurs entières d'une certaine qui était proportionnelle à la fréquence. Donc c'est pour ça que le H, ça s'appelle la constante de Planck. Parce que c'est Planck qui a supposé ça en premier autour de 1900. On se souvient qu'Einstein, ses travaux sur le quanta, c'est arrivé en 1905 ou 1909, je ne me souviens plus, mais c'est arrivé après les travaux de Planck. Euh, Pourquoi c'est pas Planck qui est crédité de la découverte du quanta? Parce que dans le fond, ça c'est quoi? C'est l'énergie transportée par un quanta de lumière, là, le rayonnement électromagnétique. Ben, c'est parce que Planck ne croyait pas en la quantification de l'énergie. Planck était convaincu que ça n'existait pas, les quantas. OK? Donc, pour lui, c'était un outil mathématique qui lui servait à trouver la solution à son problème. Il y avait la solution devant les yeux tout ce temps-là, mais il a pas interprété correctement ses propres théories à lui. Donc, Planck est allé supposer que l'énergie devait être quantifiée, mais a pris la peine de préciser que ce n'était qu'un outil mathématique qui lui permettait de trouver sa théorie, qui n'avait pas de fondement dans la réalité avec ça. Puis c'est Einstein par après qui est allé
utiliser les résultats de Planck pour dire non, 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 Planck, là, tu avais quelque chose. Je suis d'accord avec toi, Planck, l'énergie est quantifiée. Sauf que moi, je vais supposer que c'est vraiment l'énergie de la lumière. Ok? Je vais supposer que la lumière transporte l'énergie par bunch comme ça. Puis comme ça, c'est des quantas d'énergie. C'est du rayonnement électromagnétique qui vient en bunch, qui est des quantas énergétiques. Donc, euh, l'hypothèse de la quantification, elle vient de Planck, mais Planck n'a pas su analyser ses propres travaux correctement, puis il s'est fait scooper par Einstein une couple d'années plus tard. Et il l'a eu sur le cœur longtemps, ok? On le voit encore par après essayer de prendre le crédit pour la découverte des quantas, alors qu'il avait lui-même explicitement dit que c'était juste une hypothèse, qu'il n'y avait pas de réalité derrière ça. Mais bref, c'est une histoire assez fascinante en soi, là. Donc, Einstein, encore une fois, ça montre son génie d'aller prendre les résultats de chercheurs, ok, et de réinterpréter les résultats des chercheurs en trouvant du sens que même les chercheurs qui ont proposé ces résultats-là n'ont pas été capables de trouver. Donc, elle a la puissance d'Einstein d'aller prendre des résultats déjà établis, puis de faire des liens avec d'autres phénomènes qu'on ne réussissait pas à expliquer. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un prix Nobel pour la relativité. Il a fait la même affaire. Lorentz avait déjà proposé la contraction des longueurs. Il y avait un tel qui avait fait ci, un tel qui avait fait ça. Mais il a été capable d'aller chercher les résultats de différents chercheurs puis de synthétiser tout ça pour produire des théories qui étaient complètement en avance sur leur temps puis qui ont révolutionné le développement de la physique. Ok? Donc, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire sur le rayonnement du corps noir. Comme je vous disais, là, je sais, j'ai tourné les coins ronds, on aurait pu en parler très longtemps, mais dans le cadre du cours ici, je pense que ça vous donne une bonne introduction. Donc, on se revoit la prochaine fois pour plus de développement sur la physique quantique. Merci.